Bien, bonjour à tous. Je suis très heureux d'être avec vous et de retrouver l'ambiance des stages. On a tous été un peu enfermés, confinés, un peu punis là, et je crois que ça fait vraiment plaisir de se retrouver pour travailler puis échanger quelques idées. Donc avant de démarrer, je voudrais remercier Claude Dubos et Michel Brousse qui m'ont contacté pour intervenir auprès de vous. Donc maintenant je suis à la retraite, donc je vais parler en mon nom personnel, et puis ce que je dis, donc c'est mon regard sur ça, donc ça ne vaut pas plus que ça, et donc j'espère qu'on pourra échanger un petit peu autour des quelques idées que je vais vous apporter qui me tiennent à cœur. Donc en fait, quand on m'a contacté, la thématique générale, c'était apprentissage et judo. Donc je vous propose de réfléchir ensemble à cette question-là, et puis d'aborder à un moment donné un petit peu plus une question qui me préoccupe depuis une dizaine d'années, qui s'appelle les préférences motrices, et qui me semble un axe très intéressant pour l'enseignement du judo à venir. Donc voilà un petit peu le parcours que je vous propose de suivre. Donc on va commencer par aborder un petit peu la notion complexe de l'apprentissage. Parce que nous avons la chance de pouvoir apprendre, mais ces phénomènes-là sont très compliqués. Donc on va essayer de parler un petit peu de ça. Ensuite, on ira plus précisément dans les préférences motrices et l'expression de soi. Et on illustrera ça avec quelques exemples vidéo pour que ça reste un petit peu plus pratique et un petit peu moins théorique. Et ensuite, donc, ce que j'espère, on aura le temps, on pourra avoir quelques échanges si cela vous intéresse. Donc on va commencer avec une petite phrase qui est la suivante. Donc, comme tout serait simple s'il suffisait de montrer, d'expliquer pour que les élèves apprennent. Donc en fait, bien sûr, on est tous bien conscients de ça, c'est-à-dire qu'une fois, si on fait le choix de montrer et d'expliquer avant que les élèves fassent, le processus d'apprentissage, il va commencer à partir du moment où les élèves vont se mettre en activité. Donc c'est au moment où j'ai fini en fait cette première partie que les processus vont se mettre en place. Donc qu'est-ce qui se passe à ce moment-là ? Donc on va le faire d'une manière théorique. Alors la théorie, il y a des formes d'esprit qui ont besoin de théorie, c'est-à-dire qui ont besoin d'avoir un cadre pour fonctionner. Donc moi je suis plutôt de ceux-là, j'aime bien avoir un cadre dans la tête quand je fais quelque chose. Et d'autres qui sont plus dans l'action, plus dans le faire, etc. Donc c'est pas mieux ou moins bien, c'est des manières différentes de fonctionner. Et ça peut aller jusqu'à l'idée de dire « ouais, mais bon, la théorie, ça sert à rien, en fait. Du moment qu'on fait et que ça marche, ça sert à rien. » Le problème de ça, c'est que quand on dit que la théorie, ça sert à rien, c'est qu'on utilise déjà une théorie, c'est-à-dire qu'on formule une théorie, en fait, pour dire ça. Donc on ne peut pas échapper à la théorie. Elle est plus ou moins consciente, elle est plus ou moins valide par la science, etc. Mais on a toujours en tête, quand on fonctionne, une théorie. Donc on va passer par un petit passage théorique. Donc il est prudent dans un premier temps, je pense, de retourner un peu à nos origines et au fondateur du judo, Jigoro Kano. Donc si on simplifie à l'extrême son message sur l'apprentissage du judo, il dit qu'en fait l'apprentissage du judo, ça tourne autour de deux piliers, le kata et le randori. Donc le kata, il faut le comprendre au sens large en fait. Donc le kata, qu'est-ce que c'est ? C'est s'approprier des formes extérieures à soi. Donc autrement dit, il y a des formes techniques qui sont choisies par un collège d'experts, et ces formes-là donc servent de base aux apprentissages. Donc il faut savoir ça. Donc le fondement de ça, en fait, c'est ce chemin donc qui m'apporte quelque chose qui me vient de l'extérieur. Et donc la démarche de ça, la base de ça, c'est l'imitation. Donc je vais copier ce que je vois, ce que l'on me montre. Donc à côté de ce côté kata, il y a le côté randori. Donc randori, étymologiquement, dori c'est la saisie, le fait de prendre, de saisir.
Et Ran, c'est la tempête, c'est le tumulte, le désordre, etc. Donc Randori, c'est saisir ou s'approprier ou domestiquer en fait le désordre. Donc là, c'est plus du tout la même situation. Hein. Donc on est dans un contexte qui évolue, où on ne sait pas ce qui va se passer, il faut s'adapter à ça. Donc c'est deux façons d'utiliser sa motricité qui sont très différentes. Donc on peut dire qu'il y a en fait deux vies dans le geste. Hein. Donc il y a une première vie qui va du dehors au dedans. Donc c'est ce qu'on a dit tout à l'heure, c'est les phénomènes d'imitation. Donc je vois un modèle et ce modèle va agir en moi. Donc en fait il va y avoir deux types de transformations. C'est-à-dire que le modèle va me modifier, c'est-à-dire qu'il y a des nouvelles coordinations qui vont s'installer, des choses qui sont un peu raidos, qui vont s'assouplir, etc. Donc il va y avoir un effet sur moi. Mais il y a aussi un autre effet, c'est que cette technique, je vais la transformer. C'est-à-dire que je vais l'adapter à moi. C'est-à-dire que le modèle qui agit en moi, il ne va pas ressortir comme tout à fait ce qu'on va montrer. Et donc là, on est dans les phénomènes d'apprentissage où on va vers des choses qui sont plus personnelles. Et on verra qu'elles sont déterminantes tout à l'heure. Donc la deuxième vie du geste, c'est le phénomène inverse, c'est quand ça va du dedans au dehors. Donc quand je vais me confronter en fait au réel et à l'opposition. Donc en fait, quand je vais essayer cette motricité qu'on m'a transmise, il va y avoir des blocages. Il y a des choses qui vont marcher, d'autres qui ne vont pas marcher. Il y a des choses qui vont apparaître sur l'instant que je vais m'approprier, à partir desquelles je vais pouvoir faire des choses nouvelles, etc. Donc tout un nouveau système qui va se mettre en place, tout un domaine qui va s'ouvrir. Donc en fait, pour Jigoro Kano, et pour nous en fait aussi, puisqu'on est dans cette filiation là. L'apprentissage du judo va tourner entre ces deux pôles-là, hein, le pôle kata et le pôle randori. Donc il y a j'ai mis là deux échanges qui m'ont fait réfléchir et qui m'ont marqué. Donc le premier, c'est un échange avec Isao Kano, donc, que tout le monde connaît bien sûr ici, champion olympique, immense champion japonais, et qui était venu au colloque des hauts gradés. Et au colloque des hauts gradés, quelqu'un lui avait posé la question, est-ce que vous trouvez que des choses ont changé depuis votre époque? Et M. Okano avait dit, je trouve qu'à notre époque, on faisait énormément de randori et peu de compétition. Et maintenant, il y a beaucoup de compétitions et on fait moins de randori et plus de combats de préparation à la compétition. Donc il n'avait pas porté de jugement de valeur sur ça, il avait simplement dit voilà, je constate ça. Et je pense que ça, c'est quelque chose qu'il faut aussi que l'on réfléchisse, notamment par rapport à la formation des jeunes. La place du randori, la forme du randori et la place du randori et la richesse de l'expérience à donner, qui n'est pas tout à fait le combat de préparation à la compétition. Parce que dans ces espaces-là, encore une fois, émergent énormément de choses et c'est des sources d'apprentissage très importantes. Le deuxième temps là, que je voudrais vous faire partager, c'est une discussion que j'avais avec M. Hamada. M. Hamada, c'est un grand professeur japonais qui était venu dans un séjour d'un an en France. Il avait été à l'INSEP, il avait fait un peu tous les pôles, il était aussi intervenu à ma demande sur les colloques, sur les stages de Boulouris. Et à la fin de son parcours, de son séjour en France, je lui avais demandé si des choses l'avaient surprise dans ce qu'il avait vu. Et il avait réfléchi un petit peu, il m'a dit oui, il y a quelque chose qui m'a un peu surpris, c'est qu'au Japon, en fait, on insiste beaucoup sur la technique, et on laisse le randori libre. Le randori, il appartient au judoka, on n'intervient pas pendant le randori. Et il m'avait dit, j'ai vu qu'en France, on faisait souvent l'inverse, c'est-à-dire qu'on utilise le randori comme un espace pour corriger, etc. Et il me disait, pour moi, c'est différent, je découvre ça. Donc là aussi, je pense que c'est quelque chose qui moi, m'avait fait réfléchir, en fait, sur l'attitude à avoir pendant le randori, la place du randori et l'attitude du prof pendant ces randoris-là. Alors, une petite réflexion sur... on va aborder un petit peu plus maintenant les aspects de motricité. Donc, pour aborder ça, je vous propose de faire une petite comparaison
entre la motricité du golfeur et la motricité du judoka. Est-ce qu'il y a des golfeurs parmi vous? Non? Il y a 0 golfeur? Ah bon. Bon, alors moi je suis pas golfeur non plus, donc, mais bon, c'est pas grave, c'est pas grave. Donc, ce que je vais dire là, c'est pas pour établir une hiérarchie en disant ça c'est plus dur que ça, etc. Toute activité motrice, du moment qu'on cherche à faire le mieux, c'est forcément compliqué. Hein. Mais par contre, c'est de nature différente. Alors, qu'est-ce que fait le golfeur en fait? Donc, quand on les regarde, en fait, ils approchent de leur balle. Donc, il n'y a pas le feu, ils ont le temps, ils sont tranquilles. Bon, à l'intérieur, ça doit bouillir un peu, mais voilà, il n'y a rien qui les affole. Donc, ils s'approchent de la balle, ils rentrent dans leur petite routine, etc. Ils font des petits coups à blanc, ils se positionnent. Alors, avant, ils regardent peut-être s'il y a du vent, s'il y a du truc, pour savoir ce qu'il faut faire. Et puis, ils font leur coup. Si on regarde le judoka, en fait, il n'est pas du tout dans le même contexte. Hein. Le judoka, déjà, il a quelqu'un qui est en face de lui et qui n'est pas forcément d'accord pour le laisser jouer. Donc, il va y avoir ce qu'on appelle une intermotricité contrariée, c'est-à-dire que je ne fais pas ce que je veux, l'autre, il va me contraindre. En plus, il va y avoir des événements que je ne peux pas prévoir, puisque c'est l'autre qui peut avoir l'initiative. Il va y avoir une pression du temps aussi énorme, c'est-à-dire que chaque seconde peut être la dernière, pour lui ou pour moi. Donc, ce n'est pas du tout le même contexte d'intervention que le golfeur. Et en plus, il y a une dimension énergétique, bien sûr, qui est très importante. Et quand on est dans une énorme dépense énergétique et qu'on est dans le rouge, tous les aspects de cognition, etc., sont très altérés. Donc, ça n'a rien à voir avec celui qui est relativement pépère devant son truc et qui joue son coup. Donc, encore une fois, ce que je dis là, c'est pas pour dire c'est plus facile, hein, mais il faut bien comprendre que c'est de nature différente et que la complexité du judo, en fait, elle vient à ces phénomènes-là. Donc, en fait, quand on est dans l'action motrice, toutes les dimensions de notre personnalité sont en jeu, hein, vous le savez bien. Il y a la motricité, mais pas que. Il y a aussi toute la cognition, il y a aussi tout le domaine des émotions. Hein. Si par exemple, vous montez sur le tapis pour faire la finale des Jeux, c'est pas comme si vous allez faire un randonnée avec votre meilleur copain. Vous serez certainement mentalement un petit peu plus secoué, un petit peu moins disposé. Donc tout ça pour dire qu'en fait, c'est que le traitement de l'information va prendre une place très importante dans la motricité du judoka. Donc ces informations, en fait, quand je pratique, je donne des informations au partenaire, je prends des informations sur le partenaire, donc il y a une espèce de communication qui va s'installer entre nous deux, et c'est à partir de ce climat-là que je vais prendre des décisions et agir. Okay ? Donc tout ce qui a trait à l'information, au traitement de l'information, c'est aussi important que le geste. D'accord ? Donc quand on s'est approprié un geste dans la forme kata, on a fait un petit bout du chemin. Après ce geste, il va falloir l'exprimer dans la réalité de l'opposition, et là, c'est encore autre chose. Donc, j'ai noté là aussi un échange qui m'avait marqué à l'époque avec M. Courtine. J'arrivais en fait aux entraînements nationaux. À l'époque, c'était au Central. Là, pour ceux qui ont connu Jean-Michel, qui est là, cet établissement célèbre. Et un jour, au décours d'un entraînement, il m'avait dit Didier, écoutez plus vos sensations que les conseils qui vous seront donnés. Alors bon, j'arrivais, et c'est plus tard que j'ai compris l'intelligence et la pertinence du propos, en fait. C'est-à-dire que souvent, on entend beaucoup de conseils, en fait. Ce qui est bien, c'est pour aider. La question, en fait, c'est est-ce que le conseil va à la personne ? Un conseil qui est juste pour quelqu'un peut se révéler faux pour une autre personne. Et là, ce sur quoi m'avait attiré l'attention M. Courtine, c'était ça, justement. C'est-à-dire partez de vos sensations. Écoutez les conseils, mais partez de vos sensations et revenez sur vos sensations. C'est ça le plus important, plus que les conseils.
Donc un petit mot encore sur cette motricité. Souvent on a une représentation de la motricité qui est partielle. Alors mon propos est très modeste, moi je ne suis pas un neurophysiologiste, hein, mais il y a énormément de connaissances qui arrivent actuellement qui nous permettent de mieux comprendre comment fonctionne la motricité et comment fonctionnent les apprentissages. Et je pense que c'est quelque chose qu'il faut aller creuser parce que ça a des conséquences pédagogiques importantes. Donc une des premières choses, c'est que dans la motricité, la part de l'inconscient est très importante. C'est-à-dire que souvent, on a l'impression d'avoir une motricité d'un cerveau qui commande un corps. Ça ne marche pas du tout comme ça. Ce n'est pas du tout ça, la motricité. On le voit, par exemple, dans des mécanismes de survie. C'est-à-dire si, par exemple, vous êtes amené à glisser à un moment donné ou à tomber dans un escalier, vous ne réfléchissez pas du tout à ce que vous faites. C'est votre corps qui va s'adapter. Et en fait, quand on parlait tout à l'heure de ce qui se passe dans le randori, ces processus inconscients d'équilibration, de rééquilibration, de décision, etc., ils se passent en grande majorité en dehors de votre conscience. C'est pour ça que la part du randori est très importante pour moi. Donc là, il faut bien comprendre que dans les mécanismes d'apprentissage, il y a une part très importante de l'inconscience, des processus inconscients. Et par exemple, il y a des choses dans la vie de tous les jours très simples. Si vous avez à monter sur un tabouret qui est un petit peu instable, hein, pour ceux ou celles qui bricolent, on a tous vécu ça. Ben, si vous faites attention, en fait, c'est toujours la même jambe qui va aller prendre l'appui et monter dessus. Et en termes de préférence motrice, ce sera toujours votre jambe d'extension, en fait. Votre corps s'est déjà organisé par rapport à ça. Votre histoire a fait que votre corps a choisi un côté déjà pour faire tout ça. Vous n'en avez pas conscience, mais c'est ce qui se passe, je dirais, naturellement. Donc tous ces phénomènes, en fait, qui sont construits dans votre vie, en dehors de votre conscience, ils sont déterminants dans les apprentissages et souvent, on n'en tient pas compte. Donc, autre point qui est très important, c'est ce qu'on disait tout à l'heure, c'est la perception. Il y a un couple perception-action. Il n'y a pas d'action sans perception. Toute action découle d'une perception. Et toute action entraîne aussi une perception, et ça se boucle en permanence comme ça. Autre point important aussi, c'est la décision. On a dit tout à l'heure, l'action motrice, elle est déterminée par une décision. Et cette décision, elle est préconsciente. Dans le randori, vous avez tous fait cette expérience-là, ou dans la compétition, des fois, on fait un truc, on se dit, mais qu'est-ce que j'ai fait ? J'ai fait ça ? Je sais pas. C'est parti tout seul. Et pour comprendre ça, donc, il y a une phrase d'Alain Berthoz, dont je vous recommande, si ces questions-là vous intéressent, la lecture de ces livres. Alain Berthoz, c'est un professeur du Collège de France, donc, qui a écrit plusieurs livres. Je vous donnerai des références si ça vous intéresse. Et qui a vraiment analysé tous ces aspects de motricité. Pour les profs, pour moi, prof, c'est passionnant, quoi. Donc il dit la chose suivante, on ne regarde pas où on va, mais on va où on regarde. Donc qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire qu'en fait, dans le mouvement, votre regard va se déplacer en dehors de votre conscience et va vous donner la direction dans laquelle vous allez aller. Et vous n'avez pas conscience de ça. Donc on ne regarde pas où on va, mais on va où on regarde. Ok ? Donc cette motricité, en fait, là, alors on peut dire, ouais, c'est compliqué, donc bon, on verra, on bat. Mais de creuser, je pense que c'est quand même intéressant. Donc c'est un système qui est complexe, c'est sûr, et il va y avoir des phénomènes de régulation qui vont s'installer. Donc en fait, il y a des choix entre le niveau global et puis le niveau local. Il y a des régulations qui s'installent, donc toutes seules, des coordinations qui vont s'installer. Ce système va avoir aussi la capacité à mémoriser des choses, c'est-à-dire qu'il va mettre en stock des patterns que vous allez réutiliser sans savoir qu'ils ont été mis en stock. Et il va avoir aussi la capacité d'inventer des choses, c'est-à-dire que votre corps va faire des choses qu'on ne vous a pas montrées, que vous n'avez pas fait avant, mais qui vont émerger de ce que vous avez engrangé. Et tout ça, ça se fait en grande partie en dehors de notre conscience. Donc en fait, ce que je veux dire là, c'est que dans cette complexité-là, il ne faut pas en avoir peur, il faut avoir conscience de ça, et il faut aussi avoir des choses simples en tête, c'est-à-dire que l'expérience, elle est déterminante, l'expérience que je vis, elle est déterminante. Pour qu'il y ait des effets, en fait, si on reprend ce parcours entre kata et randori,
il faut qu'il y ait des allers-retours en permanence, mais il faut que ça ait un sens pour moi, en fait. Et le bon modèle, en fait, c'est l'élève qui l'a. C'est-à-dire que ce qui va à l'élève, lui, son corps le sait. Lui ne le sait peut-être pas, vous ne le savez peut-être pas, mais le corps de l'élève, il faut être persuadé de ça, le corps de l'élève, il sait ce qui est bon pour lui. Et c'est ça qu'il faut essayer de faire émerger. Donc, en fait, ce que disent un peu les neurophysiologistes actuellement, là, c'est qu'on a en nous des milliers d'années d'évolution qui nous ont donné des systèmes d'adaptation dont on n'a pas conscience, mais qui nous sont extrêmement précieux. Et donc, c'est sur ça qu'il faut essayer de s'appuyer pour apprendre. Donc, si on résume un petit peu tout ça, là, deux chemins. Donc, premier chemin, on est sur la ligne du haut, là. Donc là, on retrouve des choses que l'on connaît bien. Hein. Donc, c'est l'apprentissage de ce qu'on appelle des formes génériques. C'est-à-dire, c'est des grandes manières de faire qui ont été sélectionnées par notre histoire, en fait, hein, et par nos experts, etc. Donc, on apprend. Nous, on a beaucoup de chance en judo parce qu'on a un champ de techniques bien identifié avec des noms, etc. Donc, on va apprendre des formes génériques. Donc, voilà, on va apprendre Uchimata, on va apprendre Uchigari, on va apprendre ces techniques-là. Même si on sait bien que des formes d'Uchimata, il y en a des centaines, des formes d'Uchigari, etc. C'est pareil, c'est pareil. Mais il y a des formes génériques. Globalement, comme dans le kata, on sait, voilà, cette forme-là, on estime qu'elle va à tout le monde. Donc, en fait, quand on continue à creuser ça, on a dit tout à l'heure, on va s'approprier des formes qui sont plus personnelles. C'est-à-dire ce modèle-là, on va se l'adapter à ses caractéristiques. Et ensuite, on va, dans les situations de combat, va émerger des choses qui débordent de ça. Et en fait, on va avoir un système de bouclage qui va s'installer comme ça. Et l'apprentissage, il va se faire à travers de tout ça. Donc, le chemin que l'on prend majoritairement en France, c'est celui qu'on a dit là, mais il y a des pays où les situations de combat et l'auto-apprentissage est très valorisé dès le départ, il faut le savoir. C'est pas forcément ce chemin-là qui est pris. Ça peut marcher dans tous les sens et on peut avoir des volumes d'importance très différentes dans les approches. Donc ce que l'on privilégie en fait dans nos sociétés, c'est un système qui permet aux gens de réussir. Hein, donc on vise leur réussite. Donc leur apporter des éléments pour qu'ils progressent, qu'ils réussissent. Qu'ils aient du plaisir à faire. Alors le plaisir, c'est pas forcément en dehors du travail et de la douleur. Hein. On peut prendre plaisir à faire quelque chose de dur et à s'y tenir. C'est pas forcément voilà, être dans la détente et dans le truc. D'acquérir de la confiance en soi, d'améliorer sa confiance, donc ça c'est très important, et aussi d'être sur des buts de maîtrise. C'est-à-dire que l'objectif général, c'est pas forcément d'être le meilleur, mais c'est de progresser par rapport à soi, hein, devenir en fait le haut niveau de soi-même. Et donc ça c'est plutôt notre façon je pense, de concevoir la démarche générale d'apprentissage. Et encore une fois, quand on regarde dans des pays autres que le nôtre, on voit qu'il y a des systèmes qui sont différents. Donc nous, et moi je pense aussi qu'on a plus de chances de garder les élèves et de les faire progresser à long terme avec des schémas comme ça, qu'avec des schémas qui ne privilégient que les situations de combat, etc., etc. Mais on peut apprendre aussi à partir des situations de combat, il y a plein d'exemples qui nous le montrent. Donc un petit mot pour finir sur cette partie théorique, je suis désolé, c'est peut-être un peu embêtant, mais je pense que c'est important que vous compreniez d'où je me situe, quoi, pour dire ce que je vais dire après. Donc au niveau de l'école française, on avait à l'époque mis en place une espèce de méthodologie générale, donc où il y avait donc une succession d'expériences à vivre pour apprendre. Donc il y avait ce qu'on peut appeler les habiletés motrices fondamentales. Donc les habiletés motrices fondamentales, c'est le câblage des grandes coordinations, hein, le câblage des grandes coordinations, qui n'ont pas forcément un lien direct avec l'activité, mais qui sont très importants pour la suite des apprentissages. Hein.
Donc c'est relier le bas, le haut, le devant, le derrière, la gauche à droite et les torsions, etc. Donc tout ce qui est sur l'éveil moteur. Ensuite, sur les habiletés techniques fondamentales, donc ils sont souvent mal comprises, les habiletés techniques fondamentales. En fait, il faut les voir, je pense, comme des briques techniques. Donc c'est des éléments techniques partiels dont la coordination aide ensuite à reconstruire le mouvement. Hein. Donc c'est par exemple déplacement, action de jambe. Après, ça peut être action entre le déclenchement de la hanche vers l'épaule, etc. Enfin, ce sont donc des morceaux, des briques techniques que l'on va associer après, enfin que les élèves vont associer après pour pouvoir réaliser leur technique. Et ensuite, donc, il y a les apprentissages techniques judo purs, donc qui vont, là c'était le propos de l'époque, du générique vers le personnel. D'accord ? Et après, pour mettre tout ça en musique, il y avait les procédés d'entraînement, donc les uchikomi, dagekomi, les geiko, le randori, la compétition, tout ça faisant partie donc des expériences à vivre pour intégrer un petit peu tout ça. Donc une des idées, c'était de faire évoluer l'opposition, donc d'apprendre dans des contextes d'évolution, d'opposition différents, et aussi d'exprimer ces sensations et ce que l'on ressent. Hein. Donc l'objectif général, c'était la construction progressive d'un judo personnel, ressenti et efficace. Donc il y avait bien ce souci d'individualiser en fait la technique et que la technique serve à l'individu pour qu'il exprime ses sensations. Voilà, donc la première partie théorique, tout le monde s'est rendormi, c'est ça ? Je suis désolé, hein, c'est voilà. Mais bon, voilà. Ah, merci. Bon, alors puisque je vois que vous êtes éveillés, je vais vous faire travailler un petit peu. Alors écoutez-moi bien, parce que là vous allez avoir quelque chose à faire. C'est pas très difficile. Je vais vous demander, s'il vous plaît, donc de relâcher un peu les coups, les épaules, relâchez, tranquille. Vous laissez vos bras un peu, vous décroisez vos bras. Voilà, décroisez-les franchement. Voilà. Et à mon signal, je vais vous demander de croiser vos bras. Top! Vous regardez le bras qui est dessus. C'est bon? Vous descendez. Alors maintenant, on va essayer d'aller un petit peu plus vite, mais vous allez inverser vos bras. Hop! Ok. Alors, on baissait. Quels sont ceux qui avaient le bras droit dessus? Au début, vous êtes dans votre préférence. Donc ça fait une petite moitié. Dans ceux qui avaient le bras droit dessus, quels sont ceux qui sont droitiers? Quels sont ceux qui sont gauchers? D'accord. On peut être ambidex, hein, tout à fait. Bon, mais on voit qu'il n'y a pas de rapport, il n'y a pas forcément de rapport entre le fait de mettre le bras droit dessus et d'être droitier. Hein. Alors, cette préférence-là, elle n'est pas, en judo, elle n'est pas déterminante, hein, mais c'est une préférence. C'est-à-dire qu'en fait, une préférence, c'est une manière spontanée d'agir dont vous n'avez pas conscience, mais qui va organiser votre motricité. D'accord ? Donc là, on peut le faire pour les gauchers aussi. Quels sont ceux qui avaient le bras gauche devant? On va retrouver à peu près la moitié. Hein, ouais, c'est ça, c'est à peu près partout comme ça. Et dans les gauchers, il y a qui est droitier? D'accord. Donc ça confirme ce qu'on disait tout à l'heure. Alors, donc ça, c'est repérable dans toutes les activités. Hein, dans toutes les activités, c'est repérable. On ne croise pas les bras dans toutes les activités, mais si spontanément on vous demande de croiser les bras, vous allez toujours faire la même chose. Toujours la même chose. Donc ce qu'il faut comprendre, c'est que ces patterns-là, ils sont engrammés chez vous depuis votre enfance. Encore une fois, vous n'avez pas conscience de ça, mais ils sont en vous. Alors, ça a vous avez tous enseigné, par exemple, Isagoruma à des classes d'élèves, hein, qui découvrent un petit peu, qui ne connaissent pas. Et je suis sûr que tous, vous avez eu des élèves qui vous ont fait Hashigoruma quand vous leur montrez Isagoruma.
Alors, quand on est jeune prof, on s'agace, on dit, mais il ne comprend rien, et pourtant, je lui ai bien montré, etc. Qu'est-ce qui se passe, en fait? C'est-à-dire que quand on fonctionne, on a ce qu'on appelle une hanche motrice, c'est-à-dire qu'on a une hanche sur laquelle on aime bien poser son poids et sur laquelle on se sent à l'aise pour agir. Donc quand on fait Isagoruma, qu'on montre Isagoruma à droite, c'est la hanche droite qui est concernée. Mais il y a une partie des élèves qui est très marquée sur la hanche gauche et qui a du mal à se mettre sur la hanche droite. Donc qu'est-ce qu'ils font? Ils mettent leur poids sur le côté gauche et ils utilisent l'autre jambe pour bloquer. Donc du point de vue de la terminologie, c'est faux, mais du point de vue du judo, c'est juste. Donc en tant que prof, qu'est-ce que je fais? Je le gronde parce qu'il n'a pas fait ce que je lui ai montré, ou je me mets dans un coin de ma tête, ah tiens, lui il est à l'aise sur sa hanche gauche, sur l'appui gauche, et peut-être que c'est quelqu'un qui va, sur lequel plus tard il va utiliser ça. Hein. Vous voyez donc quelques conséquences qui peuvent, tout simples, qui peuvent s'amener à nous. De la même manière, souvent on dit, il écrit de la main droite, moi j'écris de la main droite, je shoot avec le pied droit, mais je fais le judo à gauche. Donc c'est pas parce qu'on est droitier là que le judo on va l'exprimer comme ça. Autre chose, donc là aujourd'hui on ne pourra pas aller très très loin sur ces préférences. J'ai préparé quelques petites choses, on va en voir quelques-unes avec des petites conséquences. Mais il y a aussi un danger à ça, c'est-à-dire le danger, c'est de réduire les personnes. Hein. Donc dans cette action d'Action Type, il y a des profils, mais il faut toujours faire attention de ne pas enfermer les gens dans des profils. Ils ont un profil, mais on est plus que son profil. Des profils sont très marqués, des fois un peu moins. Donc il faut être prudent. Il faut faire attention surtout de jamais enfermer les gens, de toujours regarder ce qu'ils font, de toujours les questionner sur leurs sensations, si ça leur va bien, etc. De ne pas vouloir les amener quelque part où ils ne sont pas, en fait. Et on peut se tromper, je parle en conséquence de compte. Donc il faut toujours faire attention à ça, de ne pas enfermer les gens dans des systèmes qui ne sont pas les leurs. Hein. Et encore une fois, donc les traits, ils sont plus ou moins marqués. Donc il y a des fois c'est très clair, des fois c'est moins évident que ça. Hein. Donc là, ce dont je vais vous parler, ça provient donc d'une approche que j'ai découverte il y a une dizaine d'années qui s'appelle Action Types, donc les types en action, hein, mais là c'était formulé en anglais. Et les deux initiateurs de cette démarche, c'est Ralph Hippolyte et Bertrand Terrolas, donc qui ont travaillé de ça depuis une trentaine d'années. Ralph Hippolyte était entraîneur national de volley et professeur à l'INSEP, et Bertrand Terrolas, lui, est aussi entraîneur de volley et travaille à Macolin en Suisse. Donc c'est des gens de haut niveau et qui ont développé, et ce qui est intéressant, c'est qu'ils ont développé une méthode pratique à partir de la pratique. Donc il y a des supports théoriques, bien sûr, mais tout ce qu'ils font, ça part et ça retourne au terrain. Donc c'est pour ça que je trouve ça très, très intéressant. Donc c'est un outil, Action Type, qui est très puissant, mais comme tous les outils, ça ne fait pas tout, donc c'est un outil parmi d'autres, hein, c'est pas ça qui va régler tous les problèmes. Et surtout, il faut apprendre à s'en servir. Donc si ça vous intéresse, si vous creusez ça, c'est du boulot, c'est pas donné spontanément. Non, c'est pas celui-là. Ah non. Ah oui, je le tiens à l'envers. Attendez, oh là, ça va être compliqué. Il faut que je... Ouais. Comme ça vous maintient en... Voilà, alors. Un petit mot sur le mouvement naturel. Qu'est-ce que c'est qu'un mouvement naturel? On rêve tous de ça, c'est-à-dire de mouvement. Première chose, ça part d'un lâcher-prise, c'est-à-dire que c'est un mouvement qui n'est pas conscientisé. Ce n'est pas la tête qui dit « pose ton pied là, tire là, etc. » On est dans l'automatisme. Ce n'est pas la tête qui commande. Deuxième chose, on est dans le relâchement et la confiance. C'est-à-dire que si on commence à avoir des crispations, et en judo, vous le savez aussi bien que moi, aussitôt qu'on est dans une saisie qui s'affirme, ça a tendance à bloquer les épaules, le dos, et donc on est dans un système où on n'est pas dans le relâchement. Et si on veut bondir, exprimer de la puissance, il faut être dans le relâchement. Il n'y a pas une discipline,
Il n'y a pas un animal, etc., qui arrive à développer beaucoup de puissance et d'explosion en étant contracté. Ça n'existe pas. Donc c'est à partir du relâchement que l'on peut exprimer cette motricité. Donc le mouvement naturel, première chose, il n'est pas conscientisé, ce n'est pas la tête qui commande, et ça se fait dans le relâchement musculaire. Autre point important, ça part du centre, donc c'est le centre qui part. Donc nous, on a, dans notre tradition martiale, on voit bien de quoi il s'agit. Hein. Donc on parle de la colonne vertébrale et notamment du bassin. Et le mouvement, il est fluide et coordonné. Donc il n'y a pas de blocage, il n'y a pas de mouvement, il est... Voilà, ça va de bas en haut, tranquillement, et c'est fluide. Autre point important, il part d'une intention claire. On a parlé tout à l'heure de décision. Donc la décision, elle est claire, et la tête, elle est stabilisée. La tête, elle va agir en fait comme une plateforme d'inertie. On verra tout à l'heure, si on va un peu plus loin, l'importance de la stabilité de la tête dans la motricité. Et dernière chose, donc je refais de nouveau une référence à Alain Berthoz, qui dit qu'une posture est une préparation à l'action. C'est-à-dire qu'en fait, ce mouvement naturel, il part d'une posture particulière que je vais adopter de façon souvent inconsciente et qui va me permettre justement d'aller vers ce mouvement naturel. Donc on va avoir deux concepts simplement, et on va les illustrer avec des exemples en judo. Je ne sais pas il y a du temps encore, oui. 30, d'accord, bon, ça va. Alors, donc là, je vais... on va jusqu'à quelle heure on a encore... on a combien de temps encore, Noël? On a combien de temps encore? Que je me cale un peu sur le... Ouais, ça, il reste combien de temps? 20 minutes, alors il faut que je m'agite. Alors, d'accord, ok. Donc, deux façons de s'équilibrer et de se coordonner. Donc ça vient d'un professeur de kinésithérapie qui s'appelle Raymond Soyer. Donc ça c'est très important. Donc dès la vie intra-utérine, en fait, on va s'adapter à la gravité. Et l'évolution a retenu deux systèmes. Marche par le haut ou marche par le bas. Et on verra les conséquences que ça a sur le judo. Donc, quand on est marche par le haut, c'est mon cas, naturellement, on va s'équilibrer. Vous m'entendez là? On va s'équilibrer avec le poids qui va être sur l'avant. Attendez, ah, d'accord. Ah oui, oh là là, on file et on enregistre alors. Ah, d'accord. Je suis désolé, là, j'ai pris l'initiative, j'aurais pas dû, là, j'ai quitté le champ. 1, 2, 3. D'accord. Merci. Donc, quand on est marche par le haut, naturellement, voilà, quand on va être en situation d'attente, on va avoir le poids qui va sur l'avant-pied. D'accord. Quand je vais marcher, en fait, mon mouvement va partir des épaules, mon pied va venir près de l'autre pied, et je vais être dans un système de rebond, en fait. D'accord. Donc, quand courir, vous voyez les gens qui ont des systèmes un peu kangourous, c'est-à-dire qu'ils vont avoir des foulées un petit peu plus courtes. Le pied ne va pas se poser très loin devant, on va plutôt se poser près, et on va les voir rebondir comme ça. D'accord. Un peu comme, encore une fois, comme les kangourous. Donc, la conséquence que ça a, c'est que ces gens-là vont développer des qualités de rebond. C'est-à-dire souvent, ceux qui ont ce trait-là très marqué vont avoir des difficultés dans les flexions. Par contre, aussitôt qu'il va falloir faire des choses avec un impulsion pied, ils vont être très bons. Souvent aussi, quand on regarde leur tête au départ, ils ont une tête qui est le menton est un peu rentré. Et au moment où ils vont agir, ils vont aller utiliser les chaînes postérieures. Et là, la nature est bien faite, c'est que si vous réfléchissez un petit peu, quand on va vers l'avant, qu'est-ce qui m'empêche de tomber?
Ce qui m'empêche de tomber, c'est le câblage qui est derrière, c'est mes chaînes postérieures. Et à force de vivre ça en permanence, ces muscles postérieurs vont devenir extrêmement forts. Et spontanément dans la technique, les gens vont utiliser ces chaînes postérieures. D'accord ? Donc, sur ces exemples de marche, on voit que ça peut avoir des conséquences. Donc, sur l'apprentissage technique, c'est ce qu'on va voir tout à l'heure. Donc, quand on est marche par le bas, par contre, les gens qui sont marche par le bas ont tendance, quand c'est très marqué, à être plutôt, alors moi c'est pas mon cas donc je suis pas à l'aise pour le montrer, mais voilà, plutôt le poids sur les talons. Quand ils sont jambes tendues, ils ont même plutôt le poids à l'intérieur, avec donc la projection de leur poids qui est sur les talons. Et ces gens, pour marcher, en fait, eux vont pas partir des épaules, mais ils vont partir du bassin. Et ils vont faire un pas qui va être plus long, qui va partir du bassin, et qui va toujours être dans une poussée de la jambe arrière et un amorti de la jambe avant. C'est-à-dire qu'en fait, ces gens-là vont développer des capacités de flexion et seront beaucoup plus à l'aise sur les flexions. Si vous avez des profils qui sont très marqués sur la marche par le haut, si vous mettez ces gens sous des barres pour faire des squats, une partie n'y arrivera pas. Quand ils vont être là, ils vont partir sur l'avant, ils vont être pris et ils auront énormément de difficultés à faire des squats. Par contre, ceux qui sont en marche par l'arrière, ils vont s'asseoir beaucoup plus facilement et ce sera beaucoup plus facile pour eux. Donc c'est des choses qui ont des conséquences aussi sur la préparation physique, parce que ceux qui sont en marche par le haut, c'est pas la peine de leur faire des mouvements en concentrique sur des grandes amplitudes de flexion. Ils ne l'utiliseront pas, ils vont se fatiguer, ils risquent de se blesser. De la même manière, ceux qui sont plus dans la plio, autant utiliser ces compétences-là et de voir techniquement et dans la préparation physique comment je peux encore améliorer ma pliométrie. Donc je voudrais que si on peut envoyer la vidéo, que vous regardiez donc 2,71 kg, donc c'est Ono et Chanan Green, donc c'est deux immenses champions, que vous regardiez donc ce qui se passe. Looking for the Uchimata there, and he's just waiting for it. And he was waiting for it, wasn't he? He was just waiting to squash it down. Yoshihiro Yamashita there, and Mr. Umura, president of Kodokan and the president of the Japanese Judo Federation, and of course both former Olympic and world champions. High-powered pair of spectators then. You could say that, yeah. Glued to their seats. Yes. Because this is one of the superstars, not just of Japanese judo, but world judo. Absolutely. And you see the difference there with that Yoko Tominagi. I mean, full movement in there, and Changrim killed it dead, but there was full movement and he spun right the way through. It didn't just go into the ground. And that was for one where he decided, no, this isn't right. But it was clear that that was a valid attack. Absolutely. He just said, no, I'm leaving this one. Une petite, toute 30 secondes là, la séquence va se terminer. Ono so far, and Changrim hasn't managed to put any big attack in yet. Misses and that's the difference, isn't it? You know, it literally just went down to ground, and so he gets the Shido for it. There is a little buzz of anticipation in this stadium at the moment. I think everybody's been expecting Ono to throw with the huge techniques all day, but he's had to grind it out a couple of times. But that's the mark of a great champion. Sometimes you have to win.
And he's, oh, now then, that Koso. Oh, look at that. Uchimata there. Wazeri scored. Voilà, Ono donc, takes him down. That was qu'est-ce from qui- an arm round the back. Qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui s'est passé? Est-ce qu'il y a une hypothèse? Qu'est-ce que vous avez vu? Il y en a un qui est tombé. Il y en a un qui est tombé. Alors, si on regarde par rapport à ce que je vous ai dit tout à l'heure, le Coréen est un marche par le bas. Marche par le bas. Qu'est-ce que fait Ono? Systématiquement, il le tire sur l'avant-pied. Vous avez vu? Il le tire sur l'avant-pied et très souvent, il va chercher le bas du judogi et il tire non pas du côté de la manche, mais du côté de la jupe. Ce qui bloque la hanche motrice du Coréen, qui est un super attaquant qui attaque dans tous les sens, mais qui ne peut rien faire. C'est-à-dire qu'il n'est pas dans sa posture de départ. On a parlé tout à l'heure de l'importance de cette posture. Donc il le met systématiquement sur l'avant-pied et il lui bloque sa hanche motrice. Voilà. Donc c'est tout. Enfin, ça a l'air tout simple comme ça. Alors, est-ce que c'est le hasard? Personnellement, je ne pense pas. Je pense que ça a été étudié. Est-ce que ça a été étudié à travers Action Type? Je ne sais pas. Mais je pense que c'est quelque chose qui a été réfléchi et construit, ça. Hein. Donc on va voir, on va passer plutôt à la séquence, à la séquence d'après, à la diapo d'après. Non, pas celle-là, c'est celle qui, on va changer l'ordre, on va prendre pas celle-là, mais celle d'après. Voilà, où vous allez voir deux marches par le haut. Alors regardez bien. Donc c'est Uchimata à gauche, belle technique. Hein. Donc là, on est dans un système d'appui, un pied qui chasse l'autre. Vous avez vu donc gaucher, hein, vous avez vu d'où ça part. D'accord. Alors on va regarder maintenant l'autre. Donc c'est la même technique, hein, c'est le même nom. Uchimata à gauche. Alors, est-ce que vous voyez quelque chose qui change entre les deux techniques? Hein? Ouais. Ouais. Ça, c'est le deuxième, ça. C'est le deuxième, ça. Alors, si vous regardez sans aller dans le détail technique, mais si on regarde la motricité, dans le premier, en fait, le profil du premier, c'est quelqu'un qui a un profil asymétrique à droite. C'est-à-dire c'est quelqu'un qui a le même profil que moi. On aime bien avoir le poids sur le côté droit. Ici. Et il lance, sa posture de lancement, en fait c'est ça. Il est là et il lance. Okay. Si vous regardez ce que fait c'est Maruyama, lui, c'est l'autre profil qu'il aime bien. Donc qu'est-ce qu'il fait? Il va chercher l'appui là, il va là et il lance là. C'est-à-dire qu'en fait, lui va utiliser ses deux hanches. Donc on a l'impression que c'est le même mouvement, mais en fait c'est pas le même mouvement. Les deux lancements sont très différents. Il y en a un qui part pratiquement de l'arrêt pour lancer et l'autre qui va chercher un autre appui pour lancer celui-là. D'accord? Alors, ça, je ne pense pas qu'il l'ait travaillé spécifiquement. Je pense que c'est quelque chose qui lui est venu comme ça par rapport à sa motricité. Mais quand on connaît les motricités, on peut aider justement. Hein, on peut aider les gens à libérer en fait leur mouvement. Vous voyez le truc? Alors, on va peut-être, si on a encore un peu de temps, regarder une dernière chose. Alors, juste sur Maruyama, c'est quelqu'un qui a une hanche motrice vraiment très, très puissante. Parce que quand il lance son mouvement, et quand il lance après le truc, vous avez vu comment la hanche s'ouvre, c'est impressionnant ce qu'il arrive à faire avec sa hanche gauche. Hein. Donc en puissance et en souplesse, c'est tout à fait impressionnant. Donc ce que je veux dire, c'est que sur un a priori de dire ouais, ben, ils font le même mouvement,
Non, ils ne font pas le même mouvement. C'est pas la même chose. C'est pas la même chose. Il y a des différences, notamment sur les postures de départ, la manière de lancer le corps, et après donc la manière de venir guider le mouvement la projection jusqu'au sol. Alors dernière séquence. Donc là, on va passer sur des. Donc là, on était vraiment sur des marches par le haut. Vous avez vu qu'il n'y a pratiquement pas de flexion de jambes. Hein. C'est beaucoup de rebonds au sol et sur des jambes relativement tendues. Donc là, c'est Nomura. Donc vous voyez sa posture de départ, il en appuie beaucoup à gauche avec les jambes relativement tendues. Ça s'appelle Soinage. Donc là, c'est bon, là, après, on va laisser autre chose. Donc vous avez vu, ça va très vite. Là, on peut le repasser. Essayez de regarder ce qui se passe entre les épaules et les hanches et comment il arrive au sol. Regardez donc les épaules et les hanches et sa position d'arrivée au sol. Donc là, il y a assez, on va aller un peu plus vite. Il y a assez peu de dissociation entre les épaules et les hanches tournent ensemble. Il arrive au sol à genoux avec les orteils accrochés. Et ensuite, donc, il a une composante horizontale très importante. Hein, voilà, je résume le truc. Hein. On va passer à l'autre Soinage, donc c'est le même nom. C'est Soinage qui se passe aussi très en dessous, très bas. Donc là, c'est Gotsunuda. Regardez, donc c'est cette posture de préparation. Là, il va être prêt à lancer. Voilà. Là, il lance. Regardez le bassin, regardez les épaules. Le bassin qui va partir beaucoup vers l'avant, une grosse action de cuisse, dissociation épaule-hanche. Il arrive directement sur les pieds, sur l'avant-pied. Et là, il a une composante verticale très importante. Donc, on peut penser que c'est le même mouvement, mais c'est pas du tout le même mouvement. Et ça, donc, c'est des milliers d'heures de travail, c'est leurs sensations, etc. Et donc, quand on a une image d'un mouvement et qu'on veut l'imposer à tout le monde, souvent, on se trompe. Hein. Voilà, donc, bon, sur le point mobile, oui. Donc, le point mobile, ici, c'est quelque chose qui est très important en judo. Si on reprend si on peut revenir un petit peu en arrière, s'il vous plaît, sur la diapo où il y a le petit schéma là oui, celle-là. Ah oui, on voit pas grand-chose. En fait, on a deux points mobiles en fait possibles. On a L5 et D8. Donc là, je peux pas vous le montrer, mais bon, vous voyez où c'est, hein, entre les omoplates et puis sur le bas du bassin. Donc, hein. Ah, d'accord. Ouais, ouais. Moi, chaque fois que je touche un truc informatique, ça se bloque. Alors, j'ose pas. Ça se confirme. Hein. Bon, ben voilà, ça marche pas. Ah, voilà. Donc voilà, D8 c'est ici, là, donc à la base des deux omoplates, et puis L5 c'est ici. Donc quand on a un poids mobile bas, en fait, on va être associé, c'est-à-dire que les épaules et les hanches vont tourner ensemble. On aura beaucoup de difficultés à faire des mouvements comme ça. Moi c'est mon cas, j'ai un poids mobile bas, et quand je dois tourner, mes épaules et mes hanches vont tourner de façon privilégiée ensemble. Et si je dissocie trop, c'est le kiné et le lendemain. Hein. Ceux qui ont un poids mobile haut, par contre, vont pouvoir, eux, dissocier beaucoup plus épaules et bassins. Et ça a des conséquences, bien sûr, très importantes sur la manière dont on peut tourner ou pas. Et donc, quand on a des élèves qui sont très associés, c'est pas pertinent de leur apprendre des choses où on va faire Uchimata comme ça, par exemple. Parce que là, ça va leur faire une tension
au niveau des lombaires très importante. Donc il vaut mieux apprendre à tourner sur des systèmes où on va plutôt guider le mouvement avec épaules et hanches qui vont travailler ensemble. Alors ils y arriveront, hein. À force de faire, ils vont y arriver, mais en situation avec l'opposition, etc., s'ils s'engagent fort là-dedans à contre-temps, ils risquent de se blesser. Donc c'est des choses sur lesquelles il faut faire attention. Et puis il y a un dernier point sur le point mobile. C'est un point de coordination très important et qui a tendance à se figer. Donc pendant les compétitions, si vous connaissez les points mobiles de vos élèves, si vous avez la possibilité de les faire se détendre ce point mobile-là, avec des balles de tennis, ou en mobilisant, ou en massant un petit peu, etc., c'est très important parce que c'est un point donc, qui peut se figer, et quand ce point est figé, donc par la fatigue, par le stress, etc., ça bloque la motricité. Et en fait, vous avez des fois des gens qui deviennent tout raides, et qui ne peuvent plus exprimer grand-chose parce que justement leur point mobile est bloqué. Voilà, donc j'ai terminé là avec cette petite présentation. Donc l'idée, c'était de vous sensibiliser donc à cette idée de préférence motrice, d'apprentissage et surtout de personnalisation. Hein. Donc voilà, je pense que c'est des éléments sur lesquels, pour l'avenir, qui sont importants. C'est donc une nouvelle grille de lecture en fait de la motricité. Moi, je sais que ça m'a apporté beaucoup, ça m'a fait voir les choses autrement. Et puis ça permet surtout d'avoir, je pense, une meilleure compréhension et un meilleur dialogue avec les élèves, quoi. Et voilà, quand on arrive à mieux comprendre comment ils fonctionnent, à bien écouter leurs sensations, ce qu'ils en disent, etc., et à marcher ensemble, je pense que c'est un facteur de cohésion et ça permet à tout le monde d'aller plus loin. Voilà, je vous remercie de votre attention. Est-ce que vous avez des questions par rapport à ça ? Non, pas de... Oui ? Alors, il y a... Oui, alors la question c'est est-ce qu'il y a des références en fait qui nous permettent de... Alors, vous avez sur Internet, si vous allez sur YouTube, tout ça, vous avez beaucoup de choses sur ce qui s'appelle les préférences motrices. Hein. Alors, comme toujours sur Internet, il y a des choses intéressantes. Donc tout ce qui est Bertrand Terrelaz, Ralph Hippolyte, Cyril Gindre, etc. Ça c'est solide, vous pouvez y aller. Hein. Il y a un livre qui vient de sortir, qui est un peu cher, mais qui fait 800 pages, mais qui est passionnant, qui est fait par Bertrand Terrelaz aussi, et qui s'appelle La Bible des préférences motrices. Et puis il y a un petit bouquin aussi qui a été fait par Journet sur le golf, qui explique bien les choses. Donc il commence à y avoir des choses, ça commence à sortir, mais méfiez-vous parce qu'il y a beaucoup de choses qui sont très commerciales aussi, notamment dans le golf. Hein. Des gens qui se prennent deux idées du profil et qui disent voilà, il faut faire comme ça. Et voilà. Non, c'est beaucoup plus compliqué que ça, donc il ne faut pas se laisser enfermer là-dedans. Mais oui, il commence à y avoir des choses. Ouais, il commence à y avoir des choses sur ça. Voilà. Bon, on va terminer et on peut applaudir Didier. Voilà.